Pour la dernière de l'année, l'équipe d'iWeek vous propose la rétrospective 2021. Tous les événements marquants de l'année pour Apple, de l'iPad mini 6 au MacBook Pro, en passant par l'iPhone 13 et le HomePod mini, les OS iOS 15 montraient l'action Apple au plus haut, le Covid, la pénurie de composants, plus Tim Cook dans sa dernière décennie à Cupertino. 12 mois palpitants à revivre en 1 heure avec nous. Ce 71e épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast, est le dernier de l'année. L'occasion pour nous de revenir sur une année 2021 riche en produits qui décoiffent et en surprises. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis Benjamin Vincent et pour la dernière fois de l'année, je vous présente mes copains. Salut Ellie. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Écoute, mieux depuis qu'on est entre nous, comme ça permet un peu d'échapper aux réalités du monde. N'est-ce pas ? Salut François. Salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour ce dernier numéro de 2021 et je me suis paré de mon plus beau brushing pour cette année qui décoiffe. Je vois ça, ça va à Cabourg ? Tout va bien ? Ah, c'est juste à côté de Cabourg, ça fait mieux de dire que je suis à Cabourg, mais je suis actuellement en villégiature, dans une ville qui s'appelle Petite-Ville, parce que vous savez, les Normands sont pas très inspirés, donc ils mettent ville partout, histoire d'être sûr que c'est bien une ville, donc je suis à Petite-Ville, pour être précis. Tu vas te faire des amis en Normandie, c'est bien, François. Salut Fabrice Neumann. Salut à tous, salut les amis. Oui, très content d'être avec vous une fois de plus pour cet épisode très spécial. Ouais, toi qui es mentor en technologie, hein. Oui, tiens, merci de l'effort. Je l'ai bien dit aujourd'hui. Bon, et t'as changé de site web ou c'est le même avec une autre adresse ? C'est le même avec une autre adresse. Pour la petite histoire, je suis passé sur un .fr parce que le .biz, ça provoquait parfois quelques surprises chez les gens. Alors du coup, c'était plus facile d'avoir un .fr. Voilà, mais ça va au même endroit. Donc on te retrouve sur pro-fusion-conseil au pluriel.fr. Absolument. Voilà, l'équipe au complet. Followez-nous sur Twitter @iWeekNews et participez. On a besoin de vos retweets et on adore échanger avec vous entre les épisodes. Patreon.com/iWeek, c'est le meilleur moyen de nous aider financièrement. 1,50€ par épisode, c'est ce qu'on vous propose de donner pour nous soutenir. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont déjà parmi nos contributeurs sur Patreon et rejoignez-les, soyez très très nombreux. L'actu Apple au quotidien, 5 minutes par jour, les 5 infos essentielles, 5 jours par semaine pour moins de 5€ par mois, c'est i5. Abonnez-vous sur Spotify et Apple Podcast, c'est du boulot, alors aidez-nous aussi à en faire un succès durable. Dans un instant, sujet unique en ce 30 décembre 2021, la rétrospective Apple, et on va se projeter il y a 363 jours. À tout de suite. C'est donc parti pour la rétrospective Apple 2021, les amis. Nous voilà donc en janvier 2021, il y a quasiment un an. En fait, j'ai dit 363 jours pour la blague, parce qu'il y a 363 jours, c'était le 1er janvier 2021. Mais l'année a vraiment commencé 27 jours plus tard, le 27 janvier, avec l'annonce des résultats financiers d'Apple pour le premier trimestre fiscal, qui correspond aux 3 mois jusqu'à Noël. 111 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 21%. 111 milliards, dont plus de 65 milliards générés par l'iPhone, loin devant les services, 15 milliards, qui représentent autant que le Mac et l'iPad réunis, et les wearables, donc, dont les AirPods et l'Apple Watch, près de 13 milliards à eux seuls. On se rend compte dès le début de l'année que la crise profite au monde de la tech et à Apple en particulier. Et oui. Ça nous laisse sans voix. Ah, on est bien parti. Sans voix. Je sais pas si c'est on a dit qu'on faisait court. On va hocher de la tête, ça va être très court. Alors... en fait, le truc, c'est que tu voulais lancer qui ? Moi, je veux bien y aller si tu veux. Bon, on s'est rendu compte donc que la crise profitait au monde de la tech et à Apple en particulier. François ?
Bah oui, on a suivi tout au long de l'année 2020 des chiffres qui étaient quand même assez faramineux, et puis en 2021, en fait, c'est reparti sur les chapeaux de roue. La crise, comme tu l'as dit, a vraiment bénéficié aux géants de la tech, mais de A à Z, quoi, quasiment tous, en fait. Pour Apple, c'est voilà, le télétravail, les gens sont équipés en Mac, en iPad, les classes mobiles, il y a eu plein de trucs tout au long de l'année. Et on aurait pu croire qu'à un moment, les chiffres allaient vraiment fortement baisser, mais au final, on s'est rendu compte que tout au long de l'année, ça a continué à aller crescendo. Et pour Apple, c'est tout bénef, en fait, d'une certaine manière. Nous, on en a pâti, parce que voilà, on s'est retrouvé confinés 1, 2, 3 fois. Mais c'est vrai que pour Apple, au final, le confinement a été hyper bénéfique. Ouais. Et ça, tant mieux pour Apple, j'ai envie de dire. Ouais. Fabrice, il y a un repère simple. Il y a un an, Apple valait 2000 milliards à Wall Street. Apple est sur le point d'en valoir 3000 là, au moment où on se parle. Oui, tout à fait. Et comme François le disait, ça a profité à toutes les boîtes de tech. Dans le monde professionnel, Apple a beaucoup progressé aussi. C'est pas comment dire, un détail, jusqu'à même proposer, je saute un peu quelques étapes, mais en bêta pour l'instant, des outils pour gérer des parcs de machines. Il y avait déjà des outils qui existaient pour les écoles notamment. François nous retiendra des détails dessus, j'ai déjà oublié, pardon François, mais des outils sont un petit peu similaires pour la gestion de parcs dans les entreprises, donc c'est pas anodin. Apple dans l'entreprise, c'est pas quelque chose qui est forcément évident, on n'y pense pas toujours, et ça a beaucoup progressé cette année. Je pense que la crise n'y est pas pour rien. Élie, ton regard, toi, sur ce début d'année, on va rappeler qu'il y a un an, c'est le tout début de la vaccination. Et toi, tu as été confronté au Covid. De l'autre côté, nous, on est les consommateurs. Toi, tu es donc à la tête de plusieurs APR. Tu es président des APR en France. Et tu as géré la crise du côté de ceux qui ont gardé les boutiques ouvertes aussi. Oui, nous, on avait le privilège d'être ouverts. On nous avait intimé, presque conseillé fortement de rester ouverts parce que nous avons la chance de pouvoir dépanner des ordinateurs. Et donc, même quand tout le monde est fermé, il y a des enseignants ou il y a des médecins qui ont des machines en panne et il faut bien que quelqu'un les dépanne. Et même dans certains cas, qui puissent acheter une nouvelle machine si elle n'est pas réparable. Donc nous étions là, même au tout début de la pandémie, lorsqu'il n'y avait pas de masque, lorsque c'était très dangereux, lorsqu'on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer, on était là. Mais ce qui me rassure par rapport aux chiffres que tu viens de donner chez Apple, c'est que une partie de l'année, les Apple Store étaient fermés. Et malgré ça, leurs chiffres sont vraiment très spectaculaires. Pour nous, de l'autre côté de la barrière, le fait que les Apple Store aient été fermés a fait un bond de chiffre d'affaires qui, je pense, pour les APR, a fait une croissance de l'ordre de 25%, ce qui est énorme. Donc, nous, on est très contents de l'année parce qu'on a profité de cette aubaine qui est d'avoir des Apple Store fermés et malgré ça, Apple s'en sort très très bien. Donc, la question philosophique, c'est faut-il vraiment qu'il y ait des Apple Store ? Mais bon, mais ça, c'est une boutade. Bon, voilà pour ce début d'année. Janvier est traditionnellement un mois assez calme après les fêtes, si ce n'est pour faire les comptes. Donc, on va passer à février. Février, mois marquant pour l'univers de la domotique, François, pourquoi ? On en a beaucoup parlé, et surtout Ellie d'ailleurs qui nous a parlé d'une marque qui lui tient beaucoup à cœur, qui s'appelle la marque Eve. C'est aussi le moment où on a commencé à énormément parler de la technologie Thread. Donc il y avait eu les prémices en fait en fin d'année passée, fin d'année 2020, avec le lancement surprise du HomePod Mini qui a connu un franc succès, et c'est vrai que je pense que Ellie pourra nous le confirmer. Beaucoup de gens l'avaient mis sous le sapin l'année dernière. Mais il a vite été en rupture de stock en fait, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il y a des délais de livraison qui sont assez importants pour certains modèles, certaines couleurs surtout. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la domotique ce mois-là, avec la marque Eve qui a lancé un petit paquet, et qui a annoncé un petit paquet de produits connectés. Il y a eu les prises, il y a eu les... Alors Ellie pourra abonder précisément, parce que c'est lui qui avait eu l'honneur et l'avantage de tester ces produits-là, parce que moi je les ai pas reçus, mais c'est Ellie qui les avait reçus. De mémoire, il y avait une prise, il y avait de l'éclairage, enfin il y avait plein de choses. Et en fait, ce qu'on a appris avec cette technologie Thread, qui est devenue Matter plus tard dans l'année, c'est qu'on pouvait
interconnectés et qu'on pouvait étendre la portée du réseau domotique, qui était un des principaux freins pour l'équipement des ménages. C'est que des fois, lorsque vous aviez un appartement assez grand ou une maison, eh bien, il y avait des parties qu'on n'arrivait pas à connecter entre elles. Et donc, cette technologie, donc Thread, c'est là où on a découvert que les HomePod mini, qui avaient été lancés avant, qui avaient été un énorme succès, uniquement comme enceinte connectée avec un son assez spectaculaire et un prix pour une fois inférieur à 100 €, ce qui était du jamais vu chez Apple avant, devenait la pièce essentielle pour pouvoir utiliser ce maillage et ce réseau Thread. Parce que pour que le réseau fonctionne, il faut un concentrateur. Et le concentrateur, c'est soit un Apple TV, un peu plus cher et tout le monde ne l'a pas, ou un HomePod mini. À partir du moment où on a ce HomePod mini, toute la domotique peut exister. Et ça a été incroyable. Fabrice, tu as noté pour le mois de février, toi, un événement assez presque anecdotique, hein, mais un lancement de podcast par Apple. Alors, anecdotique, alors j'ai envie de dire premièrement que rien de ce que fait Apple n'est anecdotique, vu la taille de l'entreprise aujourd'hui. L'événement dont tu parles, c'est le lancement du premier podcast officiel lié à la série For All Mankind. Alors, d'abord, pour moi, l'événement, c'est la série For All Mankind, dont je persiste à dire qu'on ne parle pas suffisamment, tellement c'est extraordinaire. Génial. Mais en même temps, Apple avait annoncé qu'il lancerait des podcasts produits par elle, et on se demandait ce que ça pourrait être, et ce sont donc, il y en a 2 pour l'instant, il y a pour cette série-là, For All Mankind, et puis un peu plus tard pour la série Fondation. C'est pour les anglophones uniquement, malheureusement, mais ce sont des podcasts donc compagnons des séries Apple TV+, et qui sont vraiment très 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 intéressants. Il y a des interviews des acteurs, mais aussi des créateurs, et on apprend plein de choses sur les séries sur ces 2 séries-là, qui sont en plus pour moi des séries vraiment formidables. Donc je trouvais que c'était intéressant de parler de cet événement avec un petit E, de lancement d'Apple dans la production de podcasts. Autre chose à dire sur ce mois de février, ou alors on passe à mars. Février, il y a un truc important. C'est mon anniversaire. Mais à part ça... Moi aussi, j'avais oublié. Mais oui. Moi, c'est le 28. Non, le plus important, c'est donc mars. Donc... Et toi, c'est quand, Ellie, toi, ton anniversaire déjà ? Le 27. Ah bah oui, c'est vrai, on a un jour d'écart. Voilà. Mais oui. Vous voulez qu'on vous re-souhaite joyeux anniversaire, peut-être ? Non, pas encore. Mais non, dans 2 mois. Attends un peu. C'est ça. Bon, on va passer à après notre anniversaire, malheureusement. Ellie, c'est peut-être l'anniversaire d'ailleurs de Fabrice en mars, si je comprends bien. Voilà. Mars 2021, marqué par la fin d'un Mac qui va peut-être bientôt trouver un successeur. Alors, c'est toute Moi, la j'y question. crois pas. Oui. Je n'y crois pas. Ouais, je n'y crois pas non plus. Je suis comme François. Donc, c'est la fin de l'iMac Pro qui, visiblement, a quand même été un bouche-trou. Hein. L'iMac Pro, c'était pour faire le lien entre le Mac Pro en forme de corbeille à papier, pour être gentil, et puis le Mac Pro suivant. Donc, il fallait quand même une machine pro. Alors, Apple a fait un iMac noir avec un Xeon dedans. Très bien, mais ils l'ont en gros quasiment jamais mis à jour, et je suis pas sûr qu'ils le remettent à jour même avec les puces Apple. Ça, je sais pas ce qu'en pensent mes petits camarades. En tout cas, ça n'a pas été un succès commercial. Hein. Donc la machine était pas mal. Combien ? Très très peu, honnêtement très peu. Je pourrais vous donner le chiffre, hein, je l'ai pas dans la tête, mais vraiment très peu. Et la machine elle-même est pas mal au niveau technologique, mais trop cher en rapport qualité-prix, trop cher. Et donc les clients n'ont pas adhéré à ce concept. Ce qui est dommage peut-être, mais il y a un prix psychologique par rapport à des fonctionnalités données. Non, et puis on en revient toujours au même problème pour les machines professionnelles. Une machine professionnelle à 5 000 € où on sait que le jour où il y a un élément qui pète, tout est acheté, c'est quand même assez dramatique, quoi. C'est en ça que je pense que les professionnels se tourneront plus rapidement vers des ordinateurs avec des écrans externes. Voilà, je pense au fameux écran Apple Pro XDR. Certes, il vaut les yeux de la tête, mais derrière, si vous lui adjoignez un Mac Mini ou même un Mac Pro, le jour où vous avez envie, vous changez le Mac Pro et votre écran, vous le gardez. L'écran de l'iMac Pro était vraiment très très bon.
C'est clair, mais le problème c'est que si l'écran lâche, bah, du coup l'unité centrale vous en faites quasiment rien, et la contraire est vraie. Le contraire est vrai aussi. Donc c'est en ça que je pense que l'iMac Pro c'est une machine qui a eu du mal à trouver son public vu son prix. Et mettre 5 000 € dans un iMac, c'est quand même assez important. 5 000 €, prix de départ, rappelons. Oui, de c'est départ. ça. Toujours. Ouais. Bon Fabrice, en mars dernier, il y a eu un petit changement de terminologie dans le monde du podcast chez Apple. Ah oui. Continuons dans le podcast. Effectivement, on dit plus s'abonner à un podcast, on dit suivre un podcast pour préparer l'arrivée des podcasts payants, dont forcément i5. Donc s'abonner devient véritablement s'abonner à quelque chose. C'est vrai que pour, comme j'ai coutume de dire, les vrais gens, chaque fois que je parle de podcast aux vrais gens, je leur dis, je leur dis toujours finalement, abonnez-vous. La première question, ah bon, c'est payant ? Parce que le terme, le mot abonné, ça veut dire payant quand même, globalement. Donc s'abonner, c'est peut-être un problème de traduction, je ne sais pas, mais voilà. Donc suivre un podcast, je sais pas pour vous, pour moi c'est difficile à dire malgré tout. On a eu du mal. C'est pas toujours facile. C'est toujours voilà. Mais maintenant qu'il y a des podcasts payants, le mot abonnement prend tout son sens dans ce contexte. Et donc, c'était annoncé en mars chez Apple dans l'application podcast. Voilà, mais sans qu'on sache ce qui allait arriver un mois après, on va en parler dans quelques instants. Voilà. Autre annonce du mois de mars, le 30 mars, Apple officialise les dates de la WWDC qui aura donc lieu de manière virtuelle à nouveau du 7 au 11 juin suivant. On passe au mois d'avril. Le 7 avril, une info que moi j'ai notée, qui est l'ouverture de la fonction localisée à des fabricants tiers de trackers. On se souvient des fameux vélos hors de prix. Des vélos Vanmoof, oui, qui valent plus de 5 000 €, je crois. Et puis ça a surtout été les prémices en fait des AirTags. Les AirTags, ça a quand même été un des serpents de mer qui nous a quand même tenu en haleine sur toute... Très surprenamment, qu'Apple ouvre l'écosystème juste avant de lancer son propre tracker. Ça nous avait surpris à l'époque. C'était pour éviter de se faire taper sur les doigts. Oui, voilà, on est bien dans la volonté d'Apple de dire tiens, on annonce un truc, puis une semaine après, tiens, on fait la même chose. Ça, c'est bien. Donc là, on est vraiment dans une sorte de prévention de procès anticoncurrentiel, quoi. C'est ça. On ne peut pas les accuser d'avoir annoncé un truc où ils seraient propriétaires. Ils disent, non, mais attendez, il y a déjà des gens dessus. Nous ne sommes pas les premiers. Très bien joué. Donc cette ouverture de localiser à des fabricants tiers, elle a lieu le 7 avril. On est 2 semaines avant ce qui va être la première keynote de l'année, le fameux Apple Event Spring Loaded, avec plein de choses. Allez, on va dire d'abord la deuxième étape de la transition vers Apple Silicon avec le nouvel iMac qu'on attend depuis plusieurs mois déjà, le 24 pouces. Et puis c'est surtout, ça a marqué le début des Mac avec un nouveau design, parce que c'est vrai que quand les premiers Mac à processeur ARM Apple Silicon sont sortis, on a été un peu déçus parce qu'on n'avait pas de nouveau modèle physique. On avait un nouveau MacBook Air, on a eu un nouveau MacBook Pro, on a eu un nouveau Mac Mini, mais au final, au niveau du design, rien ne changeait. Et c'est vrai que ça avait été un peu la déception. Alors on se souvient à l'époque, on avait dit que Apple y allait en 2 étapes. Et puis là, à partir de l'iMac, on a vraiment eu le sentiment qu'Apple gérait la chaîne de bout en bout. Et moi, ce qui m'avait surtout impressionné à l'époque, c'était le fait que la carte tienne dans la partie basse du Mac. C'est vrai qu'on s'attendait à avoir un iMac sans bordure. Au final, on a eu une bordure plus épaisse en bas. J'en ai un à côté, c'est pour ça que je regarde sur la gauche. Et c'est vrai que le fait que cette carte mère soit située en bas dans la moustache, c'était quand même assez impressionnant. Bon, iMac, avec le recul, quelle est l'importance de ce nouveau Mac pour vous, Fabrice, Elie ? Ça a été un énorme succès commercial et il a été quasiment en rupture de stock depuis l'annonce jusqu'à aujourd'hui. On en a eu régulièrement, mais jamais au point de dire vous voulez n'importe quel modèle, n'importe quelle couleur, on l'a. Il y a toujours un peu de délai, même aujourd'hui. On en a vendu beaucoup, et ça a été très populaire. Et tous les gens qui l'ont utilisé
sont ravis avec cet effet waouh qui est un peu spécial, mais dont on a parlé en antenne juste avant l'émission, qui est cette caméra incroyable pour la première fois et que tu utilises là aujourd'hui, même si c'est pas un iMac pour faire l'émission, et qui vraiment nous a fait passer dans le 21e siècle. Vraiment. C'est autant la vitesse, le ME, le design, les couleurs, tout ça c'était magnifique. Autant quand on la met en marche et qu'on démarre une séance vidéo, on fait waouh. Ça c'est nouveau. C'est vrai, et ça se voit tout de suite, ça se voit notamment avec nos différents rectangles 16:9 là sur l'image. Si vous nous regardez sur YouTube, effectivement, la définition n'est pas tout à fait la même, notamment entre François et moi. François qui est juste en dessous et qui regrette son iMac M1 sur son lieu de villégiature, n'est-ce pas? C'est ça. Autre annonce de cette keynote du 20 avril, le nouvel iPad Pro, lui aussi avec une puce M1. Événement. Le serpent qui se mord la queue. Très gros événement parce que Apple donne le nom d'une puce utilisée dans des ordinateurs à un iPad. Et on commence à voir une certaine fusion des deux gammes de produits qu'on verra un peu plus tard avec la possibilité d'utiliser des logiciels iPad sur un Mac, donc un Mac M1. Et pour l'instant, l'inverse n'est pas vrai, ce que nous avons regretté à ce moment-là, c'est-à-dire que à partir du moment où on a un iPad Pro avec une puce M1 et un port USB-C où on peut connecter un disque, etc., on s'était dit, et si Apple permettait de mettre sur iPad certains logiciels ARM côté Mac, qu'est-ce que ça serait bien? Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Fabrice, alors, le qu'est-ce que ça serait bien est discutable parce que donc il y a une frontière logicielle qui est maintenue peut-être artificiellement, mais l'iPad est fait pour être utilisé avec le toucher d'abord, le Mac non, et les applis Mac sont vraiment pas faites pour être utilisées en l'état. Hein. Je dis pas que c'est pas possible, mais avec le doigt ou même avec un stylet. Donc il y a peut-être plus de naturel à avoir des applications iPad sur un Mac que l'inverse, même si en plus pour l'instant les quelques-unes que moi j'ai pu tester, c'est pas très concluant quand même. Hein. Ce que j'en conclus finalement, Apple globalement a dit assez clairement qu'elle ne voulait pas faire la fusion entre les deux systèmes. En revanche, avoir des appareils qui sont aussi puissants les uns que les autres permettent de passer de l'un à l'autre pour les applications qui sont un point commun entre les deux sans perdre d'un côté plutôt que d'un autre. Ça c'est vraiment intéressant. Donc la frontière commence à devenir un peu plus ténue, mais je ne pense pas qu'elle disparaisse complètement avant quelques années, si jamais elle disparaît complètement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'Apple n'a pas rendu non plus le passage très facile, puisqu'il y a très peu d'applications iPadOS qui se retrouvent dans le Mac App Store et qui peuvent donc être téléchargées en un clic. Il faut passer par des utilitaires, on en a parlé dans iWeek, pour pouvoir importer des versions qui n'ont pas forcément été faites pour fonctionner dans l'environnement Apple, donc c'est le contraire, et je comprends ce que vient de dire Fabrice, hein, donc c'est un peu l'inverse, et les développeurs, tant qu'ils n'ont pas finalisé leur application et rajouté ce qu'il faut pour que ça fonctionne dans le double environnement, il peut y avoir des problèmes d'utilisation. Alors quand un utilisateur, nous on a fait le test parce qu'on aime bien s'amuser avec ça, on fait venir une application iPad et qu'on la met sur un Mac M1, généralement elle marche, mais elle marche pas forcément très bien. Mais déjà le fait qu'elle marche, technologiquement c'est énorme. Si maintenant les développeurs faisaient en sorte qu'elle fonctionne bien dans les deux environnements, ça serait génial. Bon, cette keynote, elle est pleine d'annonces matérielles. Donc, on a vu l'iMac, on a vu l'iPad Pro. Le nouvel Apple TV 4K aussi est annoncé ce 20 avril, avec sa nouvelle télécommande. Et c'est presque l'élément le plus important, finalement, de ce nouvel Apple TV 4K, Ellie. Oui, absolument. On l'attendait comme le Messie. Ça faisait des années qu'on en parlait, qu'on n'y croyait pas, et finalement, c'est arrivé.
Donc on s'est jeté dessus, on s'est dit ça y est, c'est génial. Un processeur plus rapide, on était un tout petit peu déçus parce qu'on pensait qu'il y aurait au moins un A14. Mais bon, allez, un A12 c'est mieux qu'un A10. Et puis on s'est dit, waouh, ils ont enfin mis un HDMI qui tient la route. Et ça c'est cool. Et la nouvelle télécommande, effectivement, éliminait un certain nombre de problèmes qu'on avait eu avec la précédente et que les gens avaient critiqué. Donc c'était un grand progrès, c'était pas une révolution, c'était une petite évolution. Alors l'Apple TV, reste un de mes produits préférés, je peux pas dire que j'ai été bouleversé quand j'ai eu la nouvelle. J'étais peut-être un peu déçu parce que je m'attendais à plus. Et que, vu le nombre d'années qu'on l'attendait, Apple aurait pu aller un peu plus loin que le HDMI 2.0. Ils auraient pu aller au 2.1, tant qu'à faire. Et ils auraient pu corriger des petites choses du style laisser passer du son au-delà du 5.1. Parce que pour l'instant, ça reste toujours bloqué. Alors que des fois, on a des installations 7, 9 ou au-delà de haut-parleurs. Et que quand on utilise l'Apple TV, c'est bloqué. Alors que n'importe quelle boîte Android à 50 €... à défaut de savoir traiter le son, le laisse passer. Donc, et après, du coup, c'est la barre de son ou l'ampli qui va le gérer. L'Apple TV, non. Et ça m'énerve toujours. Mais je l'adore. C'est vraiment, je pense, l'outil, en dehors de mon MacBook Pro, c'est l'outil que j'utilise le plus quand je suis à la maison. Parce que c'est la base de mon multimédia. C'est une partie de la base de ma domotique. Et donc, c'était vraiment une très bonne annonce. Même si on a été un peu déçus. François, Fabrice, est-ce que l'un de vous utilise le nouvel Apple TV ou pas ? Alors, le nouvel, non, mais j'en ai 2 à la maison, je m'en sers tout le temps. Moi aussi. Je suis très en accord avec ce que dit Élise, c'est-à-dire que je trouve que ce qu'il vient de dire, c'est l'histoire de l'Apple TV résumée depuis ses débuts. C'est-à-dire qu'on espère toujours que ce sera formidable, et ça ne l'est jamais. C'est bien, mais pas plus. Et c'est cher en plus, c'est-à-dire que pour des gens comme nous, ça rend plein de services. Moi, je ne me sers que de ça pour regarder entre guillemets la télé, donc pas la télé en live, mais tout ce que je regarde, ça passe par là. Ça me sert de pont pour mes objets connectés, y compris donc par rapport à Thread et Matter dont on a parlé tout à l'heure. Ça fait aussi un pont vers l'extérieur. Donc on peut commander ces objets connectés quand on n'est pas chez soi grâce à ça. On peut le faire aussi avec un iPad, mais enfin franchement c'est pas... voilà. Donc ça sert à plein de choses, mais si après, je sais pas comment c'est pour vous, mais quand on en parle autour de nous, c'est difficile à justifier. C'est 200 ou un peu plus de 200 € pour un boîtier pour regarder la télé. Un peu. Et du coup, c'est difficile à expliquer l'intérêt, là encore, je me répète, mais aux vrais gens. Donc c'est toujours, voilà, je fais partie des... j'ai un sentiment très mélangé pour l'Apple TV, c'est-à-dire que c'est formidable et en même temps je suis déçu. Ouais, je comprends. Je suis comme toi, moi je m'en sers pour tout, et en même temps, j'ai vu plusieurs générations. Et c'est vrai qu'à part la télécommande, dans mon usage à moi, il n'y a pas énormément de changements finalement. C'est mon hub télé pour résumer. Oui. Mais je m'en sers pas non plus de manière aussi complète que vous, donc c'est sans doute aussi pour ça. On est toujours le 20 avril 2000. Pardon, je voudrais juste rajouter un truc sur l'Apple TV qui est pour moi essentiel aussi dans son usage, c'est que jamais de la vie je ne connecterai mon téléviseur à Internet. Même s'il est c'est une Smart TV. Jamais, parce que c'est jamais mis à jour, c'est pas protégé, etc. Je ne fais pas du tout confiance aux marques de télé pour les connecter à Internet. Donc c'est aussi pour ça, pour moi, quelque chose, un instrument de sécurité, de ne pas connecter mon téléviseur à Internet et de laisser l'Apple TV gérer tout ça. Autre annonce ce 20 avril, importante aussi, un produit qu'on a attendu depuis plusieurs années, les fameux AirTags. Ces petits trackers ronds qu'on glisse dans son portefeuille, son sac à dos, sa valise, le sac de sa femme. Ça marche pas. Non, je plaisante. Ça marche pas, on t'a dit, Benji. C'est vrai. En tout cas, le fameux tracker est enfin là. Oui. Pareil, avec un petit peu de recul. On n'a pas été déçus. C'était un produit, effectivement, pas très cher, 35 €.
Bon, pas très cher si on ne met pas la petite housse de transport Apple qui vaut plus cher que le tracker lui-même. Mais heureusement, des fabricants sont venus avec des coques pas chères du tout, sauf si vous pouvez vous payer une coque Apple qui est magnifique. Hein, donc y a rien Ou Hermès. Ou Hermès, encore C'est ce que mieux. je veux dire, ou Hermès, oui. Ou encore mieux. Qui vaut le prix de 10 AirTags, mais c'est pas grave. Mais bon, l'avantage du AirTag, c'est qu'il est très pratique, qu'en fait, c'est un objet qui devient pratiquement... Il fait partie de votre vie. Vous le mettez en marche, vous dites « Ah ouais, c'est super facile », vous lui donnez un nom. Puis après, vous le mettez sur un porte-clés ou dans une sacoche ou dans une valise et vous l'oubliez. Et il est là et il marche. Et puis si vous avez fait les quelques petits réglages que vous ne faites pas le premier jour parce que vous voulez juste vous amuser à le perdre partout dans la maison et à le rechercher, donc une fois que vous avez vu que vous le trouvez à chaque fois, c'est bien, ça c'est passé, c'est fait. Et là on le règle en disant « Ah ben tiens, rappelle-moi si je te laisse quelque part ». Et donc vous oubliez votre porte-clés et immédiatement vous sortez de chez vous et dites hop, 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 vous avez oublié votre porte-clés ou votre, je sais pas, votre porte-monnaie ou des choses comme ça. Et des fois vous lui dites ah oui, mais pas à cet endroit-là. Parce que quand je suis à la maison et que je vais dans le jardin, je veux pas qu'il me rappelle que j'ai oublié mon porte-clés. Donc, et du coup, ça devient un objet où on arrive à dire à tel endroit oui, à tel endroit non. Et ça devient vite indispensable lorsqu'on est un peu tête en l'air et qu'on a tendance à oublier des choses. Bon, on va rappeler la mésaventure de notre ami Guillaume Jette qui s'est fait cambrioler, à qui on a volé plus de 15 000 € de MacBook Pro, qui a réussi à retrouver le sac à dos avec les MacBook Pro dans un buisson grâce au AirTag qui était dans le sac. Donc, bel exemple d'utilité. Moi, en revanche, j'ai au moins 2 ou 3 AirTags qui se sont déprogrammés, déconnectés, qui bipent tout le temps. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu leur fais ? À tel point que mes enfants qui les avaient mis sur leur porte-clés me les ont rendus parce qu'ils m'ont dit ça sonne en cours et on va se retrouver avec des heures de colle à cause de tes conneries. Voilà. Donc ils m'ont rendu les 2 AirTags que je leur avais confiés et en fait ils en veulent plus. Bon, en fait, à mon avis, c'est un prétexte. Ils ne veulent pas être suivis. Ouais. C'est peut-être ça. Ça marche très bien. Moi, je m'en suis encore servi tout à l'heure. Je retrouvais plus mes clés et grâce à ça, j'ai retrouvé mes clés. T'es tombé sur la mauvaise série, Benji. Ah bah ouais, pas de bol. Mais ils sont encore sous garantie. Profite, fais-les changer. Ouais, en tout cas, j'y crois absolument. Et je continue d'utiliser les miens. J'en ai un dans mon portefeuille et j'en ai un sur mes clés aussi. Et cela fonctionne. Donc, t'as raison, c'est peut-être un faux prétexte. Tu as raison. Bah. Et puis, les dernières annonces de ce 20 avril, cette keynote, c'est la version avec abonnement d'Apple Podcast. Alors, qui va se faire attendre, puisqu'elle n'arrivera que presque 2 mois plus tard, on va en reparler. Mais c'est une évolution à laquelle, sur le coup, on croit beaucoup. Sur le moment, oui. Et dont on se dit qu'elle va enfin donner un modèle économique aux créateurs de contenu comme nous. Et on a été super rapide à réagir. Hein. Je crois que c'est une des choses qu'on est le plus vite fait, puisque on a mis en place quelque chose en quelques jours. On a fait des maquettes, on a eu l'idée du concept, de la durée. Enfin, quand je dis on, surtout Benjamin, hein, mais on a quand même discuté pas mal avec lui. Et franchement, on était super prêts. On était prêts avant Apple, en fait. Oui, avant Apple, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bon, on va reparler en juin, parce que ça ne serait lancé que franchement, ça va, François? Je suis mort. François vient de faire tomber une partie de son micro pour ceux qui n'ont pas l'image, mais tout va bien. Il est toujours parmi nous. Il est retombé. Et il y a un petit truc qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il est quand même majeur, qui a été aussi annoncé en avril lors de cet événement, c'est l'iPhone 12 mauve. N'oublions pas, ou Parme, ou comme vous voulez. Si ça, c'est pas une annonce... Tu en as vendu beaucoup. T'en as vendu combien, Ellie? Quelques-uns. Autant que l'iMac Pro. Non. Bon, il faut que je teste ça, je vous dirai. Ça, c'est intéressant. Alors non, ça n'a pas été la folie, mais Apple
a mis une telle emphase lors du lancement de ce produit. On a eu droit à des posters, on a eu droit à des changements d'unité de démo, et à un moment donné, Apple communiquait que là-dessus. Hein. Pour eux, c'était vraiment, c'est pour ça que je disais, c'était l'événement de cette keynote. C'était une nouvelle couleur. Vous imaginez une nouvelle couleur d'iPhone. C'est juste dingue. Si je me souviens bien, ça a même été annoncé directement par Tim Cook, qui a dit voilà l'iPhone mauve, quoi. Enfin, c'est mais avec un président d'Apple qui annonce une nouvelle couleur. Moi, je trouve ça complètement fou. Des fois, on ne les comprend pas. Je pense que c'était surtout un moyen de relancer un peu l'actualité des iPhones qui... Voilà, ça faisait quasiment 6-8 mois qu'ils étaient sortis, donc c'était un moyen de dire « Regardez, il y a une nouveauté, wow, super, une nouvelle couleur ». Après tout, pourquoi pas, hein. On voit des fois ça sur les gammes de voitures, des nouvelles couleurs. Après, au point de communiquer autant que ça, je suis pas sûr que ça valait la peine, mais... Voilà, mais c'est vrai que ça nous avait quand même bien fait marrer lors de la keynote. Hein. Je sais pas si vous en souvenez, mais je crois qu'ils avaient démarré quasiment là-dessus. On s'était dit, mais ils ont que ça annoncé aujourd'hui ou quoi? Ouais. Alors, cela dit, on se moque. Pour remonter un tout petit poil en arrière, les iMac qui sont en couleur, ça joue énormément dans l'envie d'achat. J'ai vu ça autour de moi, des gens qui ont acheté des iMac. Ils ont parlé plus longtemps du choix de la couleur que du reste. Donc on peut se moquer, voilà, lancer un iPhone d'une nouvelle couleur, c'est assez drôle. En revanche, la stratégie des couleurs, c'est la bonne, c'est évident. Et les gens sont très attachés parce que dans une des anecdotes récentes, il y a un de nos techniciens qui s'est trompé et qui a pris le mauvais iMac pour une livraison. Donc un client qui habitait en plus loin et qui l'attendait. Et donc il attendait impatiemment, etc. Donc il reçoit son iMac, il l'ouvre, il était rose. Et il était désespéré, donc évidemment on lui a relivré la bonne couleur, mais t'imagines, tu l'ouvres et tu... Bon, il n'est pas moche le rose, hein, mais suivant pour qui c'est, ça peut... Quelle déception. Bon, pour boucler le mois d'avril, on va juste vous rappeler que 6 jours après cette keynote, le 26, c'est l'arrivée d'iOS 14.5. Allez, on passe au mois de mai, et la mi-mai est marquée par l'annonce le 17 d'une fonction que je trouve moi très importante et qui me régale les oreilles tous les jours, c'est le spatial audio dans Apple Music avec Dolby Atmos et le lossless audio. Pour les amateurs de musique, c'est une vraie grande bonne nouvelle, à condition d'avoir des AirPods Pro ou des AirPods Max. Absolument. Et on a testé les deux, et autant on n'a pas réussi encore avoir l'intérêt du lossless dans l'équipement actuel, hein. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui en profitent pleinement et qui sont ravis, mais sans utiliser un DAC, et on a fait une émission là-dessus, donc pour expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est important. Le lossless audio, on voit que le son est meilleur, mais il n'est pas fondamentalement hyper différent, ou alors peut-être qu'on n'a plus les oreilles... peut-être que François, qui est plus jeune, peut entendre la différence. Moi, j'ai un peu de mal. Mais par contre, la partie Dolby Atmos, c'est très spectaculaire. Alors, les mixages sont pas tous excellentissimes, mais au fur et à mesure, je pense qu'ils s'améliorent. Mais il y en a eu quelques-uns où vraiment, avec des chansons qu'on connaît par cœur, etc., vous écoutez ça et vous vous dites « Waouh !» T'as un exemple en tête de morceaux? Une remasterisation d'un album des Beatles qui est juste incroyable. Apple est allé jusqu'à trouver l'ingénieur du son qui avait masterisé à l'époque l'album original, qui avait gardé toutes ses pistes, et ça il n'y a qu'Apple pour faire ça, hein, et qui a fait une remasterisation de cet album que tout le monde connaît par cœur, et le son il est juste incroyable. Wow, ouais. Donc mais il y en a d'autres. Ouais. Fabrice, je te voyais faire les 2 pouces vers le bas. Il a le droit. Oui, je te remercie, Elie, c'est gentil. Parce qu'on est gentil, hein. Ah, mais absolument. C'était ton joker aujourd'hui. Dire ça à nos auditeurs quand même. Non, mais c'est pas mon expérience surtout. Je mets 2 pouces en bas, c'était pour la blague. C'est pas mon expérience. La seule véritable expérience où j'ai trouvé ça intéressant, c'est le dernier album de Sting que j'ai écouté grâce à un tweet de Benjamin. J'ai trouvé que le mix était vraiment là, et j'ai vraiment entendu quelque chose de différent entre la version spatiale et la version stéréo.
Mais d'un point de vue plus global, ce qui me déçoit en fait, c'est que c'est 2-3 choses. D'abord, je ne pense pas que même des AirPods Pro soient suffisants pour parler de qualité musicale, que ce soit le lossless ou le Dolby. Ça reste ce sont des écouteurs tout petits. Ce qu'il y a dedans pour produire le son, c'est tout petit. Il peut pas y avoir d'ampleur audio. Je m'empresse tout de suite de dire que je ne suis pas spécialiste d'audio et que j'ai moi aussi des oreilles vieillissantes, donc forcément, j'entends pas tout. Mais du coup, ce que je reproche en fait là-dedans à Apple, c'est de ne pas, de pousser cette écoute avec des écouteurs qui globalement sont pas faits pour ça. Alors j'ai pas écouté avec des AirPods Max ou avec d'autres écouteurs de bonne qualité. Je pense que Apple en fait un peu trop sur le sujet et que du coup on peut facilement être déçu parce que ça va pas aussi loin que ce qu'Apple promet. Voilà. Et globalement, je pense que je n'ai donc pas l'équipement, y compris du côté d'Apple. Des oreilles. Ça va s'améliorer, je pense. Gentil, parce que d'abord, on a dit, gentil. Non, ça va. Moi, je pense que ça va s'améliorer pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on est tous d'accord, on n'a pas forcément l'équipement qu'il faut pour l'écouter. Il y a des professionnels qui ont dit que c'était génial. Donc, on va les croire sur parole. Moi, j'essaye de m'équiper. J'attends impatiemment mon cadeau de Noël pour pouvoir faire du spatial audio dans de meilleures conditions. Mais il n'est pas arrivé car il est indisponible. Rappelle-nous ce que c'est. Dans une émission. En fait, c'est le nouveau système Sony HT-A9 dont on a parlé dans une émission. Et j'ai eu la question d'un de nos auditeurs qui m'a dit « Est-ce que tu l'as reçu ?» Mais malheureusement, non, il est en rupture de stock. Et il m'a dit « Mais je l'ai commandé moi aussi !» Donc, donc j'espère qu'on va pouvoir... on en parlera dans une émission lorsqu'on l'aura testé. Ça doit donner des conditions d'écoute nettement meilleures. Et j'en ai parlé à des gens qui sont des vrais spécialistes de l'audio, qui, eux, ont des DAC professionnels, qui n'écoutent qu'avec des casques professionnels et qui ont trouvé ça franchement bluffant. Mais vraiment, ils disent bluffant, dans les deux cas, et en spatialisation. Mais la spatialisation, il vaut mieux l'écouter dans une pièce avec des enceintes que dans un casque, parce que la dimension de la pièce, quelque part, est importante. Et donc ça, on pourra en parler. Et le lossless audio, avec un DAC et un casque, il paraît que c'est vraiment très bien. Et après, pour peut-être clore le débat qui restera encore pendant quelques temps, le temps qu'on ait les équipements qu'il faut, ou qu'Apple perfectionne des codecs pour qu'on puisse l'écouter dans d'autres appareils, il faut quand même dire qu'étant donné que c'est gratuit, puisque c'est au même prix, pour une fois, on ne peut pas reprocher à Apple d'essayer de pousser une technologie qui va nous coûter de l'argent, puisque là, pour le même prix qu'avant, vous avez 2 fonctions qu'Apple a rajoutées certainement à grands frais, parce que remasteriser un certain nombre de millions d'albums, enfin pour l'instant ils ne sont pas là, mais masteriser un certain nombre de dizaines ou de centaines de milliers de chansons, fait par des experts, parce qu'ils auraient pu se contenter d'un algorithme en disant, voilà, là vous aviez du stéréo, on va faire du 5 ans automatique avec un algorithme. Pas du tout. Apple met des ingé sons qui vont venir le faire de façon professionnelle, et ça, je pense qu'au prix où ils sont payés, ça leur coûte, bon, ils peuvent se le payer, hein, mais ça leur coûte pas mal de pognon. Et pareil, les droits du lossless à négocier avec les studios et qu'ils diffusent au même prix, bon, ils vous permettent pas de l'enregistrer localement, parce que là, par contre, les studios sont contre. C'est 2 choses qui sont pas mal, si en plus elles sont gratuites. Ouais. Enfin, il faut quand même être abonné, hein, mais au même prix que les abonnements précédents. Mais je comprends ce que dit Fabrice. Je comprends. Et alors, sur le lossless, a priori, Apple aura fait migrer l'intégralité de son catalogue dans quelques heures, avant la fin de cette année. Donc, sur le lossless, c'est allé très, très, très vite. Le Dolby Atmos et le Spatial Audio, ça nécessite une remasterisation, hein, donc ça prend évidemment beaucoup plus de temps, mais il y a déjà pas mal d'albums et de morceaux dispo pour vous régaler avec vos AirPods Pro ou vos AirPods Max. On peut pas quitter le mois de mai sans revenir sur le feuilleton de l'année quand même. Le feuilleton judiciaire, on va dire. Ouais. Hein, le procès intenté par Epic Games à cause du bannissement de Fortnite de l'App Store. Bannissement
dû à la violation des conditions de l'App Store par Epic Games qui avait commencé à diriger ses clients vers un système de paiement alternatif. Un peu plus de 6 mois plus tard, quelle impression vous avez sur ce procès, sur son retentissement et sur ses conséquences? On en parle quasiment tous les jours dans i5. Il n'y a quasiment pas une journée où dans un pays ou un autre, le système n'est pas un peu en train de craquer avec des législations qui réclament qu'Apple donne le choix aux consommateurs. Et donc, est-ce que les conséquences indirectes ne sont pas plus importantes que les conséquences directes finalement? Ouais, ça a été une brèche ouverte dans ce système. J'avoue que la première fois on en a entendu parler, on s'est dit c'est un combat David contre Goliath, etc. On était plutôt, pendant quelques minutes, du côté d'Epic qui osait affronter en fait l'empire Apple, c'est un peu comme dans Star Wars. Et puis quand on a commencé à analyser et à comprendre les motivations des uns et des autres, on s'est dit que Epic, quand même, y allait un peu fort, qu'ils étaient un peu de mauvaise foi et qu'ils essayaient de profiter d'un modèle gratuit ou Apple Pay To, puisque le logiciel de base est gratuit, pour essayer de vendre des add-ons qui, eux, sont payants, mais ils ne voulaient pas qu'Apple prenne sa part de bénéfice, alors qu'une application gratuite, Apple fait toute la promo, le marketing, le met dans tous les stores du monde, s'occupe de l'héberger, s'occupe de le faire télécharger dans des délais raisonnables, et tout ça gratuitement, parce que c'est pour les petits développeurs qui font des applis gratuites. Et si derrière tout est payant mais qu'Apple touche pas un centime, c'est quelque part malhonnête. Mais différents pays qui en voulaient Apple pour des tas de raisons fiscales et autres ont profité de ça pour dire Apple monopole, Apple doit payer, Apple doit permettre, etc. Mais quand on est un législateur et qu'on peut se permettre de passer une loi parce qu'on a le pouvoir de passer une loi, ça veut pas dire forcément que la loi est juste, parce que un pays pourrait décider que Apple doit maintenant permettre d'utiliser des applications Android dans un iPhone. Ok, certes, mais on fait comment? Parce que c'est pas parce qu'on le dit qu'on peut le faire. Hein. Donc, dire on peut mettre un système de paiement extérieur, oui, mais comment? Dans quelles conditions? Quelle est la porte ouverte? Est-ce qu'on ne casse pas la sécurité du système d'iOS, qui est quand même ce que dit Apple? Après, on peut je suis pas toujours pro-Apple, mais iOS est un système sûr. C'est pour ça qu'il est agréé dans le ministère de la Défense américain, dans les avions, etc., etc., alors que d'autres systèmes ne le sont pas. À partir du moment où on casse la sécurité... Je traduis les mouvements de tête de Fabrice qui est en train de dire « Élie, tu exagères ». Ouais, exactement. Ouais. Bah oui. Oui, parce que là où je suis d'accord avec Ellie, c'est qu'on s'est aperçu que c'était pas David contre Goliath, c'était Goliath contre Goliath, parce que Epic Games, c'est des monstres aussi, qui arrivent à... Il y a un truc, une performance que je leur donne facilement, c'est ils arrivent à être aussi arrogants qu'Apple, ce qui est quand même pas une mince affaire. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc ça, c'est différemment. Ça, c'est très bien. Différemment, mais oui, différemment, mais oui. Mais aussi arrogant, c'est nous qu'on est les plus forts et que l'autre c'est des cons, et voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est affreux. Ça, je trouve ça débectant. En revanche, l'effet que ça a sur Apple et d'autres choses, je pense que et Epic n'est pas forcément à l'origine de tout ça. Je pense que ça couvait doucement. La mainmise d'Apple sur sa plateforme, elle n'est pas illégale, elle est tout à fait souhaitable, elle est normale, mais ça va trop loin dans l'arrogance. Pour ce qui est de la sécurité d'iOS, on en reparlera quand on parlera de Pegasus et d'autres failles de sécurité qui ont touché iOS comme les autres. Donc le système sûr, franchement, ça en a pris un coup. Et puis, moi, j'ai du mal à comprendre cette volonté farouche de ne pas vouloir ouvrir à d'autres systèmes de paiement et d'autres façons d'installer des applications sur le... Oui, bien sûr, alors les mouvements de François et de Benjamin, c'est pour les pépettes, mais l'argument du système sûr ne tient pas debout. On fait ça sur le Mac, pourquoi on ne le ferait pas sur iOS? Donc, on trouve qu'il y a un système proposé par Apple pour installer des applications et pour payer, c'est très bien. Je trouverais normal qu'il soit
concurrencer là-dessus, qu'ils proposent le système le plus intégré, ce serait normal. Et globalement, il me semble assez évident que une grande majorité des gens l'utiliseraient. Mais moi, ça continue à m'agacer fortement. Quand je suis sur mon iPad et que j'ai fini un livre dans l'application Kindle, je ne peux pas acheter de bouquin dans l'application Kindle. Il faut sortir pour aller l'acheter dans le navigateur Internet. Alors, en gros, c'est la faute d'Amazon qui ne veut pas payer la marge demandée par Apple, j'entends bien. Et Amazon peut se le permettre, ils sont eux aussi en situation de monopole, c'est une autre discussion. Mais il y aurait des moyens quand même assez simples pour Apple de s'assouplir légèrement pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs qu'Apple proclame défendre haut et fort et que dans ce cas-là, elle ne fait pas. François, on en parle dans Hi5 régulièrement avec toi. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est ce qui va arriver parce qu'Apple n'aura pas vraiment le choix finalement, au moins dans certains pays du monde? De toute façon, ils vont être obligés d'y passer. S'ils sont en train l'étau est en train de se resserrer. Moi, je pense que plus ils attendent et plus potentiellement ça peut faire de mal. Je pense qu'il y a un moment en fait où ils auraient dû courber les chines et dire ok, on y va. Courber les chines sans jeu de mots par rapport à la Chine, parce qu'au final en Chine justement ils ont courbé les chines et ils sont quand même mis carpette devant la Chine pour avoir le droit d'aller vendre des petites palettes d'iPhone par centaines de milliers. Donc je pense qu'Apple en chevalier blanc est pas toujours totalement blanc, et je pense que là-dessus il devrait ouvrir. Je comprends ce que dit Ellie, c'est vrai, la mise à disposition d'applications gratuites et que la partie payante soit à l'extérieur, c'est pas logique. Parce qu'Apple supporte quand même une grosse partie des finances. Maintenant, il y a un équilibre à trouver. Le problème, c'est qu'Apple, en n'ouvrant pas la porte au départ, du coup, les gens vont y aller au bulldozer et par tous les moyens vont essayer de rentrer. Et quoi qu'il en soit, ça coûtera cher à Apple, je pense. Maintenant, on verra, mais à mon avis, 2022 verra, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine, mais verra Apple devoir s'ouvrir un peu plus, y compris aux plateformes de paiement alternatives. Ils n'auront pas le choix. Et plus tôt ils le feront, mieux ce seront pour eux, je pense. Voilà pour ce mois de mai 2021. On va se rapprocher de l'été. En juin, vous le savez, on parle des développeurs de la WWDC. Elle a eu lieu cette année en mode virtuel à 100% à nouveau, avec une keynote d'ouverture le 7 juin. On a découvert les OS qui sont arrivés cet automne. iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, WatchOS 8. Quelle impression vous avez avec le recul sur ces nouveaux OS maintenant qui sont entre nos mains et qu'on peut les utiliser tous les jours? Une bonne évolution sans être révolutionnaire, ou une petite évolution mais sans être une révolution. Et ce, quelle que soit la plateforme, il n'y a pas eu de killer feature qui nous ait vraiment scotché cette année. C'est mieux. Même pas sur iOS? Si on avait eu plan en version américaine... Même pas SharePlay? Oui, ça, oui. Non, moi, si j'avais eu plan amélioré comme on l'a vu lors de la keynote, là oui, je signais. Hein. SharePlay, on l'a pas vu tout de suite, et finalement, une fois qu'on a compris ce que ça faisait et comment ça le faisait, je vous mets au défi de me dire qui l'utilise quotidiennement ou hebdomadairement. Hein. Donc, il faudrait un nouveau confinement. Il faudrait un nouveau confinement pour ça. Lui, il s'en sert, il est trop fort, François. Non, je rigole. Non, mais on avait dit qu'on ferait un essai, hein, donc c'est un challenge entre nous. Un jour, il faut qu'on fasse un essai de SharePlay. On va le faire, on n'a juste pas eu le temps, mais on va le faire. Hein. On va le faire, c'est sûr. Dans Charlie Hebdo, quand je lisais, il y avait une rubrique que j'aimais bien, je ne sais pas si elle existe toujours, qui s'appelait « On s'en fout ». J'aurais mis SharePlay dedans, moi. Ouais. Bon, on aurait pu tester Contrôle universel aussi, mais on peut pas. Mais non. Mais on peut pas. Mais il y a quand même des trucs qui sont bien. Les contacts d'urgence pour pouvoir débloquer les comptes, c'est bien. Le contact légateur qui est arrivé il y a très peu de temps, c'est très très bien. Ouais. Mais c'est pas révolutionnaire. C'est très bien pour certaines personnes. Pour le reste, on n'a pas eu vraiment... Alors si, il y a quand même, on en reparle à chaque fois, mais le scan de texte, le live text, ça, c'est vraiment une fonction qui m'a scotché. Vraiment. Ouais. Et je m'en sers tout le temps. Ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Si, et puis les nouveaux Memoji quand même, c'est super. Maintenant, on peut se faire des Memoji, on fait des cœurs et tout. Ça, c'est révolutionnaire.
Faut Bon, faire tous les jours Il y a d'ailleurs. d'autres trucs quand même. C'est pas révolutionnaire non plus. C'est des évolutions qui vont quand même dans le bon sens et qui sont très bien. Des versions de système qui évoluent pour se stabiliser un peu. Moi, je trouve ça plutôt bien. Il y a 2-3 autres choses moi que j'ai notées. Il y a le gestionnaire de mots de passe. Oui. On n'en a pas beaucoup parlé et je trouve que c'est vraiment très bien parce que personne ne gère bien ses mots de passe. C'est intégré à Safari. Ça gère maintenant le second facteur d'authentification. Et on peut même du coup maintenant le synchroniser avec Windows en utilisant l'utilitaire iCloud pour Windows. Donc ça en fait un gestionnaire de mots de passe intégré presque multiplateforme, ce qui est quand même assez étonnant et vraiment très bien. Et puis, alors, je voulais parler de Safari, c'est pas uniquement un truc iOS 15 ou Monterey, puisque en fait c'est Safari 15 qui s'installe aussi, dans le cas du Mac, sur Big Sur et sur Catalina, il me semble, qui apporte un truc, je m'y attendais pas et je m'en sers tout le temps, c'est les groupes d'onglets. Et ça, je trouve ça absolument. Ah, c'est toi? On cherchait la personne qui s'en servait, on l'a trouvé. Il y a une personne qui utilisait ça. Et ça y est, on l'a trouvé. C'est comme le SharePlay pour vous, et pour moi, c'est devenu absolument indispensable au quotidien. Waouh! Ça, c'est bien. Il y a aussi une petite fonctionnalité sympa, qui est le fait de pouvoir faire enfin, parce qu'il n'était pas là au début, en tout cas pas en juin, pouvoir faire de l'AirPlay sur un Mac, c'est-à-dire pouvoir envoyer sur le Mac à partir de votre iPhone une vidéo ou une musique. Ou du son. Et dans certains cas, c'est vraiment, vraiment sympa. Et ça, c'est assez récent. WatchOS 8, il faut vraiment qu'on cherche les nouveautés. Peut-être que vous allez m'en trouver une. Bon, à part les nouvelles activités de Tai Chi qui étaient indispensables. Je ne sais pas comment on vivait avant sans ça. Mais j'ai cherché les nouveautés de WatchOS 8 et j'ai pas trouvé de truc qui m'ait vraiment marqué. Ouais, je suis d'accord. Bon, donc du 7 au 11 juin, cette semaine dédiée aux OS et aux développeurs. Une semaine plus tard, c'est enfin l'arrivée d'Apple Podcast avec abonnement et d'i5, puisqu'on lance notre nouveau podcast le même jour. Je crois qu'on est les premiers à lancer un podcast avec abonnement en France, et qui plus est un podcast quotidien. Podcast qu'on va arrêter au bout de quelques semaines de galère sans nom, parce que on se rend compte en expérimentant le système qu'en fait il est pas du tout opérationnel. Bah non, c'était même pas une bêta, je pense. On a vécu des trucs absolument insensés et incompréhensibles. Ce qui était assez délirant, c'est le fait qu'un épisode publié mettait 24, je crois que le maximum qu'on a eu, c'est plus de 48 heures, si je dis pas de bêtises, pour être accessible. Ouais. Ce qui est quand même assez... Et les réponses d'Apple étaient quand même grandioses, quoi. C'était en mode, on n'a jamais dit que ça pourrait marcher pour un podcast quotidien, quoi. Bah ouais, mais bon. Faut quand même que ça puisse tenir la route, les gars, quoi. Vous êtes bien gentils, mais... Ouais. Donc, au bout de 3 semaines, on a décidé d'arrêter le temps qu'Apple finisse son boulot de base, parce qu'on parlait vraiment des fonctions de base, on parlait même pas de fonctions un petit peu de confort qu'on aimerait bien pouvoir utiliser, comme les abonnements gratuits, etc. Là, on voulait juste qu'un podcast publié devienne disponible pour les abonnés en quelques instants, ce qui est le cas pour les podcasts gratuits, et ce qui n'était pas le cas du tout pour les podcasts payants. Voilà, on est revenu début septembre, si je me trompe pas. Début septembre. Oui. On a repris i5 début septembre, après avoir mené des tests quasiment quotidiennement pendant tout l'été pour vérifier les délais de mise en ligne qui ont commencé à s'améliorer à partir de la fin août. Élie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, c'était juste pour te rappeler des bons souvenirs, parce que je me rappelle comment tu as vécu cette époque. Heureusement on a fini par calmer le jeu, parce que je voyais le moment où tu allais directement aller attaquer Apple avec une horde de personnes mécontentes autour de toi. Non, c'était cette fonctionnalité qui ne disait pas le temps restant pour que le podcast soit compilé, et tu étais obligé de rester devant ton ordinateur pendant des heures parfois,
en ne sachant pas s'il était sur le début, la fin de l'encodage. Enfin, c'était vraiment un truc incroyable de nos jours. Mais c'est toujours le cas, c'est-à-dire que tant que l'encodage n'est pas terminé, on ne peut pas cliquer sur le bouton publier. Donc on est obligé d'attendre que l'encodage soit fini, ce qui est juste une perte de temps. On pourrait appuyer sur un bouton qui lance l'encodage et la publication. Eh ben non, il faut attendre que l'encodage soit fini. Donc à cette époque-là, l'encodage pouvait prendre comme il prend en général 7-8 minutes, il prend à peu près la durée de l'épisode, mais au moment où ça déconnait, où c'était encore en alpha, l'encodage pouvait prendre 1 heure, 2 heures, 5 heures, 24 heures, on ne savait pas. Donc ça nécessitait de rester en stand-by pour pouvoir quand même publier dès que possible, mais c'était pas utilisable, très franchement. Bref. Passons au mois de juillet, l'été, avec le 13 juillet, 35 nominations aux Emmy Awards pour Apple TV+, dont 20 pour Ted Lasso, la série qu'on adore, Ted Lasso, qui sera parmi les récompensés lors de la cérémonie, et Apple TV+, qui remportera 11 victoires au total. Tu trinques d'ailleurs à Ted Lasso, Fabrice, santé, on s'associe à toi. Le 27 juillet, annonce des résultats du troisième trimestre fiscal, hein, donc le trimestre qui est clos le 26 juin. Le mois d'août, très très calme, hein, sauf si vous avez vu des news que j'ai ratées, mais il ne s'est pas passé grand-chose. C'était finalement pas une grosse perte qu'on arrête i5 au mois d'août. François ? C'est souvent le calme plat au mois d'août, quand même, chez Apple. C'est arrivé de temps en temps qu'il y ait des sorties de produits, mais c'est quand même hyper rare. Ils avaient beaucoup de travail sur Apple Podcast, justement. Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi parce que le 14 septembre, on a vécu la première keynote de la rentrée, cette fameuse keynote California Streaming, avec finalement ce qu'on attendait et ce qu'on espérait. Et ce qu'on espérait surtout, ce qu'on attendait, les nouveaux iPhones et l'Apple Watch Series 7, et puis ce qu'on espérait vraiment très 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 fort, cet iPad mini 6 qui, même avant qu'on l'ait entre les mains, nous a fait craquer, quoi. François, oui. Tu te souviens ? Ouais, non, c'est un très bon produit, je l'ai, et c'est vrai que c'est quasiment le remplaçant de l'iPhone à la maison, je trouve. Moi, c'est vrai que souvent à la maison, en fait, j'ai tendance à poser l'iPhone dans un coin et à utiliser l'iPad mini. C'est une très très belle machine, je trouve très réactive, le form factor est vraiment sympa. Si j'ai juste un reproche à lui faire, mais on est là aussi pour faire des reproches à Apple, moi ce qui me manque en fait c'est Face ID. Ayant eu l'habitude d'avoir un iPad Pro avec Face ID avant, ayant l'habitude d'avoir des iPhones avec Face ID depuis le 10, en fait ça m'arrive régulièrement d'appuyer sur le bouton, de slider vers le haut et d'attendre. Oui, moi aussi. Je comprends. Et j'attends toujours d'ailleurs là. Mais voilà, en dehors de ça, c'est une super machine compatible avec le Pencil. J'aurais été curieux qu'Apple nous sorte un mini clavier, ça aurait pu être sympa, un mini Magic Keyboard, mais on sait qu'on n'en aura pas parce qu'il n'y a pas le fameux Smart Connector sur le dos de l'iPad mini. Voilà, c'est vraiment une très 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 bel appareil, et il a beaucoup de succès parce que quand on voit les dispos aujourd'hui sur l'Apple Store, si vous voulez un modèle, en particulier les modèles 5G, vous le commandez maintenant, vous l'avez que mi-février, voire fin février. Donc voilà. Alors c'est lié à son succès, mais c'est aussi lié à un choix qu'Apple a fait à peu près au même moment, qu'on a appris par des voies détournées, mais qui est quand même un choix assez unique dans l'histoire d'Apple en tout cas. C'est que Tim Cook, je pense que c'est une décision qui est venue de lui, a choisi de privilégier les chaînes de fabrication de l'iPhone en pleine pénurie de composants, dans la perspective de Noël évidemment, au détriment des iPads, parce que il n'y avait pas assez de composants pour faire les deux. Élie, c'était du jamais vu, ça. C'est du jamais vu dans l'histoire d'Apple, mais c'est un choix assumé. L'iPhone commençait à avoir des délais de livraison qui commençaient à être délirants, donc les gens allaient se détourner de l'iPhone vers d'autres produits. Et quand vous avez vu la part de l'iPhone dans les revenus d'Apple, même s'ils ont essayé d'équilibrer avec les services, avec d'autres produits, l'iPhone, c'est quand même les joyaux de la couronne d'Apple. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un lancement raté d'iPhone, et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un trimestre de lancement où ils n'atteignent pas leurs objectifs, parce qu'après, sinon, c'est le marché, c'est les analystes, c'est les clients
qui vont se critiquer et qui vont en fait pousser les clients à aller ailleurs. Et donc, si un jour Apple, avec 3 trillions de dollars, ça va être compliqué, mais si un jour Apple avait des soucis, ce qui pourrait leur arriver de pire, c'est de faire un ratage complet d'un lancement d'iPhone. C'est-à-dire qu'ils sortent un modèle d'iPhone et que les gens disent « on n'en veut pas ». Et ça, je pense que ça serait un énorme problème pour Apple. Et d'où le challenge, parce qu'il faut que chaque modèle donne envie aux clients de l'acheter. On a été, nous, surpris avec l'iPhone 13. On s'est dit « ok, l'iPhone 13, c'est une année, entre guillemets, S », puisque c'est pas un changement de form factor, c'est meilleure caméra, un peu plus rapide, très bien. Mais est-ce que les clients vont l'acheter ? Et finalement, on a été très surpris par la demande des clients pour l'iPhone 13 parce qu'elle est vraiment importante, même maintenant, même encore aujourd'hui. Donc, c'est un produit qui se vend très très bien, alors que c'était une année juste d'amélioration et pas de vrais changements. Ce qui sera le cas de l'iPhone 14, dont on parlera dans une autre émission. La semaine prochaine. Oui, vu les rumeurs, maintenant on peut déjà en parler en janvier, c'est pas grave, allons-y. Cet iPhone 13, puisqu'on est à l'iPhone 13 en ce 14 septembre, Fabrice, avec le recul, qu'est-ce qu'il représente ? C'est une évolution ou un modèle plus important pour toi ? J'ai du mal à me faire une idée. D'abord, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne peux pas avoir un avis tout à fait circonstancié. Je trouve que la continuité de l'iPhone, pour moi, ça a commencé avec l'iPhone 11 et la qualité vidéo notamment, où j'ai commencé à avoir des professionnels vraiment l'utiliser pour filmer des choses pro et pas uniquement les photos de vacances. Il y a un vrai... un vrai pivot là que l'iPhone 13 continue. La qualité vidéo de cet iPhone est tellement incroyable et un cran au-dessus de tous les autres. Je pense qu'au niveau photo, on peut avoir quelque chose de plus équilibré. Au niveau vidéo, il me semble que l'iPhone est vraiment devant et ça se voit en termes de production professionnelle, et des professionnels remplacent des matériels pro qui coûtaient 10 000 € ou plus par un iPhone qu'ils ont toujours dans la poche. Ça, c'est un véritable changement. Donc le 13 est dans cette continuité-là et améliore encore, va encore au-delà. Et ça va sûrement continuer. François, ton regard sur cet iPhone 13, la gamme peut-être, dans son ensemble ? Ouais, je pense que la gamme est assez uniforme. Maintenant, comme Fabrice, moi en fait, je suis resté sur l'iPhone 12 Pro, je suis pas passé sur le 13. Pour plein de raisons. La première, c'est la raison financière, tout bêtement. C'est vrai que moi, le gap photo me tentait bien, parce que c'est vrai que je fais pas mal de photos, mais au final, quand je pars en vacances, j'ai plutôt tendance aujourd'hui à partir avec 1 voire 2 appareils photo sous le bras. Maintenant, ils font clairement envie. On voit qu'il y a eu beaucoup de succès. Moi, je vois parmi mes étudiants, on sent que la gamme classique, que ce soit le 12 ou le 13, j'en ai beaucoup qui l'ont, et ça fonctionne vraiment très bien. J'étais assez sceptique, moi, quand les 12 sont sortis, sur l'équilibre entre le 12 et le 12 Pro, et pareil pour le 13 et le 13 Pro, mais visiblement, les deux ont l'air de trouver leur public, donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, moi, ma seule crainte, mais ça, on en reparlera l'année prochaine, c'est sur le Mini, qui est un super téléphone que j'ai testé pendant quelques semaines, mais je pense qu'il va être arrêté, et c'est très dommage, parce que c'est un très bon produit. Bah, il se vend pas, hein. Il se vend pas, même le 13 le 13 mini, je parle, ou même le 12 mini, puisqu'il a baissé de prix. Ben, malheureusement, ça se vend peu. Alors, il y a certains clients qui veulent absolument celui-là à cause de la taille, et vraiment, ils le voient, ils l'essayent, ils disent « Ah non, je veux celui-là ». C'est franchement... et puis, au niveau des caractéristiques, ça reste un 13, hein. Mais malheureusement, les ventes ne sont pas à la hauteur, donc Apple sera... je pense, obligé, question rentabilité, de le remplacer par un modèle dont on a déjà parlé et qui serait une bonne surprise, puisqu'ils iraient à l'opposé. Puisque le petit ne marche pas, allons vers le très grand. Voilà. Et on en reparlera la semaine prochaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Voilà donc pour cette keynote California Streaming du 14 septembre. 6 jours plus tard, c'est la dispo effective d'iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 notamment. Et puis on va passer à octobre, qui va être à nouveau un mois de keynote. Et quelle keynote, puisque 10 jours après l'ouverture des commandes pour l'Apple Watch Series 7, Apple diffuse sa keynote baptisée Unleashed, avec un visuel à la Star Wars, qui nous promet des annonces qui décoiffent,
Et effectivement, c'est ce qui va arriver avec l'annonce des MacBook Pro 14 et 16 pouces, l'annonce des processeurs M1 Pro et M1 Max aussi, qui nous mettent une deuxième claque finalement presque un an après les M1. Oui. On savait qu'Apple allait sortir des produits pro, on savait qu'ils seraient plus rapides, mais je pense que quand on a vu l'annonce et quand on a vu les caractéristiques des processeurs, on a été vraiment époustouflés. Et on a eu l'occasion d'en discuter avec un spécialiste des processeurs qui nous a expliqué tous les secrets de ces nouveaux produits, et c'était encore plus impressionnant une fois qu'on a compris tout ce qu'Apple avait mis dedans. Et je pense qu'on n'a pas été déçus. Ceux qui ont la chance d'en avoir aujourd'hui et qui peuvent s'en servir quotidiennement doivent apprécier ce que nous avons découvert lors de la keynote. Mon épouse est ravie. Ouais. Elle en a un, elle a le 14 pouces d'entrée de gamme avec les guillemets qui s'imposent. On fait ensemble du montage sur DaVinci Resolve, du montage vidéo, c'est juste formidable. L'écran est extraordinaire, la rapidité de tout ça, c'est une machine, je suis très jaloux donc comme vous entendez. C'est une machine absolument formidable. Et puis je trouve que ça marque aussi un truc moi qui me réjouit beaucoup, qui est la fin de l'ère Johnny Ive. C'est-à-dire que on est sorti de cette recherche voilà, effectivement de la finesse à tout prix. Il faut enlever tous les boutons, tous les ports, et voilà, et que on voit le retour du lecteur de cartes, d'un connecteur HDMI dont on s'est déjà servi. De l'Ethernet. On se sert tout le temps non, bon, mais malgré tout, voilà, Apple certains ont coutume de dire que c'est un paquebot, hein, ça tourne pas très vite, hein, donc on a eu quelques années même après le départ de Johnny Ive, de machines qui conservaient cette course à la finesse. Là, on a l'impression que c'est fini, en tout cas j'espère, pour revenir à des machines qui soient vraiment basées sur l'utilisation des utilisateurs, leurs besoins, et cette machine y répond superbement. Ouais, bon, je confirme, hein, moi j'ai un 14 pouces et à moins d'avoir besoin d'un plus grand écran, et je trouve que celui-là déjà a tellement de pixels que il est génial, et moi j'adore la compacité du 14 pouces qui est pour moi vraiment le compromis mais idéal, fabuleux. Il n'a rien à envier en termes de caractéristiques au 16 pouces, à part que l'écran est un peu plus petit, mais franchement c'est un Mac génialissime. Cette keynote est aussi marquée par l'annonce des nouveaux AirPods 3. Oui. Enfin, qu'on n'attendait pas à ce moment-là, mais il fallait bien qu'ils sortent un jour. Et c'était plutôt pas mal dans la perspective de Noël, j'imagine. Ben oui. Hein. Et puis, alors, à notre surprise, les fameux HomePod mini en couleur. Mais oui, c'est ça. Qui montre qu'Apple continue de jouer la carte des couleurs. Ouais, et puis on a vu la carte nostalgique sur la pub, même avec les iMac colorés. On sent qu'Apple ne renie pas son passé, ça c'est plutôt chouette. Ouais. Je trouve quand les iMac M1 ont été présentés, les iMac 24 pouces, le fait qu'on retrouve de la couleur comme sur les iMac G3, le fait que les HomePod se retrouvent en couleur à l'image de ce qu'on pouvait avoir sur les petits iPods à l'époque. Non, c'est bien, Apple joue le jeu et je trouve ça plutôt sympa sur la carte nostalgique. Et je pense que ça fait plaisir aux vieux de la vieille comme vous et comme moi. Absolument. Finalement, la plus grosse surprise, c'est Apple Music Voice. Oui, parce que celui-là, on ne l'attendait pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. Moi, personnellement, faire confiance à Siri pour jouer de la musique, pour l'expérimenter quotidiennement, je m'imagine pas avoir que ça. Je suis très content d'avoir l'application Apple Music sur mon iPhone ou sur mon iPad. Ouais, je rejoins François. C'est une des grosses déceptions aussi. Siri a pas au niveau. Enfin, c'est pire comme déception que l'Apple TV dont on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que Siri promet plein de choses depuis des années sans jamais y parvenir non plus. Et c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire que Apple ose proposer, alors c'est moins cher, mais quelque chose qui repose uniquement sur Siri, ça me dépasse. C'est gonflé, c'est osé. C'est osé. Même si le test d'Eli de la semaine dernière montrait qu'il y avait quelques petites choses qu'on voyait sur l'application, c'était une bonne surprise pour moi d'entendre ça, mais j'ai même pas envie d'essayer. Faut juste pas vouloir écouter du Kate Bush.
Bis à Gilles d'ailleurs qu'on embrasse et à Jean-Christophe aussi. Mais bon, c'est vrai que pauvre Gilles qui a défendu plusieurs fois contre votre serviteur Siri et Apple Music Voice, etc. La démonstration, malheureusement, la semaine dernière, ça a dû être un grand moment de solitude pour nous. Non, mais pour nous, ça a été franchement un grand moment de rigolade. Hein. Oui, c'était très sympa. Moi aussi en écoutant. Très sympa. Bon, voilà pour cette keynote donc Unleashed du 18 octobre. Une semaine plus tard, Monterey devenait disponible avec l'arrivée des premiers MacBook Pro que nous avons donc pu découvrir dans les semaines qui ont suivi. On passe au mois de novembre et donc on se rapproche de la fin de l'année. Novembre 2021, c'est effectivement un an après le lancement du processeur M1 et le début de la transition vers Apple Silicon, qui est donc en cours, qui n'est pas terminée. Apple va profiter des derniers mois de 2022 avant l'expiration de son délai de 2 ans, l'été prochain pour la finaliser. Il y a encore quelques Macs à faire passer de l'autre côté, mais quand même ce M1, quel est votre bilan à vous de cette bascule depuis les processeurs Intel ? Est-ce que c'est que du positif ? Ouais, les pouces levés chez vous trois ? C'est que du positif. Ouais. Même aujourd'hui, que ce soit l'entrée de gamme, même si on sait qu'elle va évoluer, ou que ce soit le haut de gamme, je crois qu'il n'y a pas de comparaison dans le reste de l'industrie. Que ce soit un MacBook Air d'entrée de gamme, il n'y a rien à ce niveau de prix et de performance, ou que ce soit un MacBook Pro. Apple, bravo, il n'y a vraiment rien à dire. Même au niveau des iMac, bien sûr, en ordinateur de bureau, même s'il mériterait un grand fer qui va arriver au niveau de l'écran. Franchement, les processeurs, il n'y a rien à dire. Et donc, le M1 parfait, le M1 Pro énorme. Donc, on est très impatient de voir le M2 d'ici Pâques, qui va être de l'entrée de gamme. Mais on est très impatient de voir ce qu'ils sont capables de faire, en sachant que ce sera une évolution. Il n'y aura pas le même gap de performance comme il y a eu entre un M1 et un M1 Pro. Là, il faudra attendre le M2 Pro. Et là, le M2 Pro, attention, là, ça va... Celui-là, on le verra peut-être sur le Mac Pro, on verra. Mais... On verra ça peut-être, mais moi, j'ai fait confiance à Apple en m'achetant très très vite un Mac mini, dont je me sers encore et que je vais sûrement garder pendant des années. C'est une machine absolument étonnante, un entrée de gamme quand même assez abordable, qui fait pas de bruit, qui tourne très vite comme une horloge. Une des choses aussi qui m'a le plus surpris au début, c'est que il y a un ventilateur dedans qu'on n'entend pas parce que du coup il est assez gros pour le processeur prend tellement peu de place là-dedans que finalement la caisse du Mac mini est grande par rapport à ce qu'il y a dedans, et l'air qui sort, qui est poussé par le ventilateur, est froid. C'est un truc que j'ai pas vu sur un ordi depuis des années, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit flux d'air, mais qui chauffe jamais. J'ai 2 écrans, je fais tourner Photoshop, des fois un peu DaVinci Resolve, etc. Ça chauffe jamais. C'est incroyable. Je pensais pas, je pense que je suis pas tout seul là-dedans, mais qu'on revivre une telle révolution informatique de ce niveau-là, en y étant dans ce domaine depuis tant d'années, quand même. Élie ? Je vais t'annoncer une petite nouvelle, mais c'est juste une boutade pour finir l'année en beauté. C'est que le M2, il va être tellement performant, il va dégager tellement peu de chaleur que le ventilateur va te servir de climatiseur dans une pièce. Enfin, c'est ce qui me manque. Bon, c'est sûr que pour l'instant, cette transition, elle est très très réussie et on attend avec impatience les prochains Mac à processeur Apple qui seront annoncés sans doute à partir du printemps. On en reparlera évidemment dans l'émission et l'épisode consacré à 2022 la semaine prochaine. Toujours au mois de novembre, alors une date quand même importante et dont on va commencer à avoir la concrétisation sans doute assez rapidement, l'annonce de ce fameux store dédié aux pièces de rechange pour iPhone et pour Mac. Tu fais le signe du pouce vers le bas, Élie. François, tu fais le signe du pouce vers le haut, comme Fabrice. Alors, le droit à la réparabilité, oui, mais à quelles conditions et avec quel risque, surtout, pour des non-spécialistes ? On a l'impression quand même qu'Apple va border le processus
et ne va pas vendre des pièces à n'importe qui pour autant. Je me trompe, Eddie ? Non, en tout cas, c'est ce que dit Apple, hein. Il faudra faire un certain nombre de cours et avant de pouvoir acheter des pièces et de remplir faudra quasiment passer des examens en ligne pour pouvoir les commander, c'est ça ? Mais c'est un peu le système actuel, hein, mais peut-être qu'ils vont baisser un peu le niveau. Moi, j'ai très peur, non pas parce que ça pourrait être une concurrence, on n'en est vraiment pas là du tout, hein, mais surtout parce que les derniers ordinateurs et les derniers téléphones qu'on répare tous les jours chez nous, avec des techniciens qui ont des années et des années d'expérience et qui ont suivi tous les cours, tous les tests possibles et imaginables de la part d'Apple, ils ont du mal dans certains modèles au début. Après, on finit par apprendre quand même à le faire. Mais moi, j'ai très peur que quelqu'un qui n'a jamais ouvert un iPhone 12 ou 13, la première fois qu'il va en ouvrir un, il risque de casser des choses parce qu'il y a des petites nappes qui sont extrêmement fines et extrêmement courtes pour des raisons de poids et des raisons de compacité des éléments. Le risque d'en casser une est tellement rapide si on ne le fait pas comme il faut, et il y a une séquence d'événements et il y a des outils qui sont extrêmement compliqué et lourd, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un tournevis aujourd'hui, et ça c'était à l'époque de l'iPhone 4. Hein. Aujourd'hui, pour ouvrir un iPhone, on ne prend pas un tournevis et on démonte deux vis et on tire, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Il faut, parce qu'il y a un problème d'étanchéité. Et donc il faut mettre le produit dans une boîte qui est énorme, hein, qui est très chère, hein, avec un moule qui a été fait par modèle de téléphone et qu'il faut avoir, et il y a des conditions où on va chauffer l'appareil, puis on va pouvoir le soulever, et il y a un cran qui le limite, et puis là il faut placer des trucs, et puis quand on va le remonter, pareil, il faut remettre une colle spéciale et le mettre pendant un certain temps pour que l'étanchéité se refasse. Donc ça s'adresse à des professionnels, vraiment. Vous pouvez, l'équivalent d'un ce qu'on appelle un TBT, donc c'était les portables avec une touch bar. Pour un technicien confirmé qui a chez nous 15 ans de boîte, c'est 2h30 pour pouvoir le faire correctement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre va pouvoir le faire facilement, sans erreur, sans casser quelque chose, ou alors il faut qu'Apple débloque beaucoup son système, parce que un iPhone, dès que vous touchez par exemple à l'écran, si vous n'avez pas un ordinateur, Apple nous en fournit un, à tel point ils se rendent compte que c'est indispensable, c'est que c'est eux-mêmes qui nous l'ont fourni et qui l'ont payé. Hein. Il faut le calibrer. Sinon, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on remonte l'iPhone et Face ID ne marche pas pour des raisons de sécurité. On change l'écran, il faut recalibrer par rapport à Face ID, et ça, c'est toute une procédure. Il faut avoir un Mac, donc c'est pas quelqu'un qui a un iPhone et qui l'ouvre chez lui. S'il n'a pas un Mac qui est dédié avec un logiciel spécial, on peut rien mettre d'autre dessus. Dès qu'on met quelque chose d'autre, ça marche plus. Donc c'est vraiment un petit MacBook Air, certes, mais qui ne sert qu'à calibrer des écrans qu'on répare. Donc l'immobilisation est quand même pas négligeable. Hein. Plus tous les moules, plus la pression, etc., qui sont des produits à 500 €, hein, chaque petite boîte qui permet de faire des trucs comme ça. Donc on immobilise une quantité d'argent pour pouvoir réparer qui est quand même pas négligeable. Hein. Donc moi, ça me fait un peu peur. Je comprends. François, Fabrice, je vous voyais faire le pouce en l'air sur l'idée de ce site, en tout cas. Est-ce que vous croyez aussi à son succès concret ? Succès, oui. Après, le risque, c'est ce que des gens comme nous vont peut-être tenter juste d'aller jeter un coup d'œil et de pas faire les travaux derrière, en fait. Est-ce qu'il n'y aura pas un effet de curiosité ? Moi, c'est vrai que sur les appareils, je m'amuse plus à les démonter. Honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu trop compliqué. Quand je pense, effectivement, comme le disait Ellie, je pense aux iMac, par exemple, où il faut y aller quasiment au sèche-cheveux pour faire fondre la colle et compagnie. Moi, je m'amuse pas à ça. Le matériel vaut tellement cher que sur du vieux matériel, oui. Sur du matériel récent, non. Donc... Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Peut-être que ça permettra on voit beaucoup de petits réparateurs qui s'installent à droite à gauche et qui, du coup, n'utilisent pas les bonnes pièces. Si ça peut leur permettre d'utiliser les bonnes pièces, des pièces légales, et puis des pièces qui fonctionnent bien et que le client derrière n'ait pas de mauvaise surprise, oui, c'est très bien. Je pense que le service va plutôt s'adresser à des spécialistes, des gens qui vont en faire leur job, qu'aux communs des mortels comme Fabrice, Benjamin ou moi, quoi. En revanche, on a
on n'a aucune idée des prix des pièces, par exemple. Hein. Non, mais les pièces Apple sont chères. Hein. Bah Ça, oui, on le c'est sait. bien. Ouais, mais au moins, ce sera des pièces d'origine. Ce sera Des cher, vraies mais- pièces d'origine. mais c'est là où moi je veux être optimiste sur le sujet. J'ai beaucoup appris en écoutant Eli qui a détaillé tout ça. Il vient de le faire là, puis il l'avait fait dans un autre épisode d'iWeek et j'ai trouvé ça très intéressant sur les réparations complexes. Et on le sait tous, tout est collé, etc. Là où je voudrais quand même être optimiste, c'est que j'ose espérer que c'est une marche vers un peu plus de réparabilité, que ce soit par les utilisateurs eux-mêmes ou, a fortiori beaucoup plus, par les professionnels. On voit ça déjà dans les nouveaux MacBook Pro, dont on a déjà dit beaucoup de bien, qui sont en plus un peu plus réparables, ou en tout cas, on peut plus facilement changer la batterie que dans les versions précédentes, et je trouve que c'est une bonne chose. Ça fait durer les appareils, ça me paraît absolument indispensable, ne serait-ce que dans le contexte écologique que nous vivons. Et du coup, que Apple mette un petit pied dans ce domaine pour pouvoir permettre aux gens qui sont capables de faire des réparations, d'obtenir des pièces de qualité en étant assurés qu'elles soient de qualité, je trouve que c'est un pas formidable. J'espère qu'ils iront plus loin et qu'ils donneront la possibilité à des professionnels, comme on en trouve dans les magasins d'Eli et ailleurs, de faire des réparations comme il faut, avec les pièces qu'il faut. Et en espérant aussi que l'iPhone 14, ou plus tard, permette de retourner à un changement de batterie, par exemple, plus simple, qu'on ne soit pas obligé de décoller ça au sèche-cheveux, à tout ce qu'on veut. Rien que ça, changer une batterie sur un appareil qui fonctionne encore, je disais tout à l'heure que j'avais pas d'iPhone 13 parce que j'utilise toujours l'iPhone 10. J'ai juste changé la batterie. Et il faut qu'on fasse tout ça. C'est absolument indispensable qu'on fasse ça, qu'on fasse durer nos appareils. Je supplie le monde entier de faire durer les appareils. Et Apple ne nous a pas aidés dans ce domaine. Et ça, c'est un pas qui me paraît capital. Eli. Je suis d'accord sur ça. Je trouve que si Apple permettait de changer un certain nombre de choses facilement, c'est-à-dire s'il mettait une batterie qu'on puisse slider, parce que finalement ça serait possible, hein, et la changer soi-même, ça serait génial. Je suis pour la liberté de choix des clients. La seule chose, on l'a dit, et j'avais insisté là-dessus, c'est que si Apple veut assumer ça, il faut qu'il puisse prévoir dès le départ que si un client a démonté son iPhone et l'a cassé, ou si un réparateur non agréé a fait la même chose, il faut qu'il y ait une solution, parce que le client qui a confié sa machine à un réparateur non agréé, qui essaie de faire de son mieux, mais qui casse une pièce, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, en tout cas, moi j'ai été très clair, et quitte à perdre de l'argent sur certains clients qui se détourneraient, moi j'interdirais à mes techniciens de toucher une machine qui a été réparée ailleurs, en dehors d'un centre de service agréé ou en dehors d'un Apple Store. Parce que à partir du moment où on prend la réparation, c'est notre responsabilité. Et ça, je ne veux pas. Donc, dans ces cas-là, si on a beaucoup et que ça marche très bien, et que des gens cassent des choses, il faut qu'Apple ait une façon de récupérer ces produits, de les changer ou de facturer un remplacement, mais qu'il y ait une solution pour les clients finaux. Parce que eux ne sont pas des professionnels. Eux vont aller de bonne foi, soit essayer par curiosité, tant pis pour eux, mais parce que la curiosité des fois est un vilain défaut, soit le confier à un professionnel en pensant qu'il va pouvoir faire cette réparation, et si le produit est cassé, ils vont se dire « Ah, oui, mais là je connais quelqu'un, là oui, je vais aller les voir », et nous on va leur dire « Écoutez, on est désolé, on ne peut rien faire pour vous. Ça a été ouvert par quelqu'un de non agréé, et c'est déjà le cas, parce qu'on a des réparateurs, même s'ils n'ont pas des pièces Apple, qui essayent quand même de faire des choses, ça existe. Et on a même eu le cas de quelqu'un qui est venu avec son client nous voir en disant « Voilà, j'amène la machine de ce monsieur, j'ai essayé de la réparer, puis j'ai cassé un truc, et donc... Et on lui dit « Mais monsieur, on peut rien faire pour vous. » Et le client qui était à côté « Mais comment ça, vous pouvez... » Écoutez, vous l'avez confié à ce monsieur, demandez-lui ce qu'il peut faire. Nous, personnellement, on ne va même pas la prendre en charge, parce qu'on ne peut pas le faire. Et c'est dommage de devoir dire ça à un client qui est là, mais il était à côté de son réparateur qui est venu avec et qui n'assumait pas le fait de l'avoir cassé. Moi, je ne peux pas faire de miracle pour les gens. Hein. Bien sûr. Bon, c'est juste ça. Sinon, dans un environnement parfait où les produits seraient réparables sans risque,
why not? Bien sûr. Bon, en tout cas, ça va être un des gros sujets de ce début d'année, puisque le lancement, il est prévu là, début 2022. Donc, on va suivre... États-Unis. Oui, aux États-Unis, ailleurs dans le courant de l'année aussi, mais sans plus de précision. On va évidemment suivre le lancement de ce site de réparation self-service du côté de chez Apple. On est toujours au mois de novembre, et le 23 novembre, moi j'ai noté une autre date. C'est le 23 novembre, c'est le jour où Apple a porté plainte contre NSO Group dans le cadre de cette énorme affaire d'espionnage avec le logiciel Pegasus. Tu l'évoquais tout à l'heure, Fabrice. On a aussi découvert qu'iOS n'était pas du tout exempt de failles qui étaient exploitées. Alors, faut être clair, on n'a pas découvert ça de Pegasus. iOS, c'est comme les autres, c'est pour ça qu'il y a des mises à jour régulières, qu'elles soient impaires ou paires, n'y change rien à l'affaire. Il y a des mises à jour, il y a des besoins de mise à jour parce qu'il y a des bugs et des problèmes de sécurité, comme dans tous les autres OS, c'est normal. Ce qui est moins normal, et moi ce qui m'agace à chaque fois, c'est une fois de plus l'arrogance d'Apple, qui parle toujours de on est sécure, les infos qui sont dans l'iPhone restent dans l'iPhone. Quand on donne des leçons aux gens et qu'ensuite on se prend les pieds dans le tapis, eh ben... on a un retour beaucoup plus fort, et c'est normal, et il faut vraiment le dire haut et fort. C'est comme, enfin, je m'en veux de faire, pas vraiment finalement, de faire ce parallèle-là. Lorsque Windows XP est sorti, Steve Ballmer chez Microsoft, il a dit « Ah, c'est le truc, le système le plus sécurisé qu'on ait jamais fait », et c'était une passoire terrifiante. Donc, alors, iOS n'est pas une passoire, hein, c'est pas ça que je veux dire du tout, mais c'était quand même très décevant de voir à quel point iOS était faillible, quasiment comme les autres. Non. Ellie. Je me permets de nuancer. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. iOS aujourd'hui, surtout si on le compare à Android, est vraiment un système extrêmement sécurisé. Dans le cas de Pegasus, on parle d'un système de piratage presque au niveau d'un État, et qui d'ailleurs n'était vendu qu'à d'autres États, qui pour être mis en place demandait quand même des millions de dollars pour pouvoir pirater un ou quelques téléphones, certes de personnes extrêmement importantes. On ne peut pas dire que Pegasus est un logiciel qui pouvait être mis entre les mains d'un hacker dans son coin, dans son bureau, ou de l'un de nous pour jouer, et qu'on arriverait à pirater iOS. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un logiciel qui demandait un effort d'un groupe organisé, vendu au niveau d'un État, qui avait des intentions très spécifiques, et finalement qui mettait en place des investissements très lourds pour cibler un certain nombre très 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 réduit de personnes, mais certes importantes. Donc iOS n'est pas une passoire, il n'est pas parfait, mais honnêtement, c'est pour ça que je nuance, parce qu'il ne faut pas que les utilisateurs perdent confiance dans le système. Il n'est pas parfait, il y a des mises à jour de sécurité, des failles Zero Day sont comblées régulièrement quand Apple les trouve. Apple paye d'ailleurs cher, mais pas assez cher, on en avait discuté dans une émission, des gens qui trouvent des failles de sécurité. Mais c'est pour l'instant le meilleur système qui existe à ce jour. Peut-être que demain il y en aura un autre qui sera mieux, tant mieux si Apple est challengé là-dessus. Peut-être qu'Apple doit faire encore des efforts, mais Pegasus finalement est presque anecdotique par rapport au nombre de personnes, certes très connues, qui ont pu être espionnées. Bon, Apple a porté plainte parce qu'il fallait qu'il prenne une position forte par rapport à ce type de choses, et on a appris depuis que NSO va être dissous ou a été dissous, mais que derrière il y avait un deuxième, voire un troisième système qui existait. Un deuxième, on en a parlé, c'était Predator, et il semblerait qu'il y ait un troisième système qui essaye aussi de pirater. On a un peu moins de détails pour l'instant, et ça part du principe que, en tout cas dans Predator, que l'utilisateur reçoit un message avec une pièce jointe et qui clique sur la pièce jointe. Donc encore une fois, méfiance, ça peut être un email, ça peut être un message direct. Quand on reçoit une pièce jointe de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne clique pas dedans. Vraiment, c'est la base. Et si la personne clique, c'est elle qui met en danger son système.
C'est pas Apple. Vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre compte CPF en fin d'année. Hein. Il n'y a rien à faire, c'est fait automatiquement. Cliquez ici. Ouais, et bon. Élie, tu évoquais ce constat qu'on a fait à de multiples reprises cette année aussi, une forme d'ingratitude de la part d'Apple vis-à-vis de ses développeurs qui l'aident à découvrir des failles dans ces systèmes. Oui. François ? Je pense que c'est en ça qu'Apple, je rejoins complètement Fabrice, Apple est arrogant en fait, mais est arrogant de A à Z, en disant le système il n'est pas infaillible. Pegasus, ils ont quand même mis beaucoup de temps à admettre qu'il y avait eu un souci, ils n'ont pas spécialement communiqué sur le fait que les failles étaient comblées, il y a plein de hackers qui disent regardez Apple il y a des failles, ils sont pas récompensés à leur juste mesure. C'est un peu comme Epic en fait, Apple faut pas trop bomber le torse, il y a un moment où il faut accepter aussi de sortir le chèque et puis d'admettre qu'il y a des failles, quoi, et que les failles sont comblées. Donc c'est en ça qu'il va falloir être un peu moins arrogant dans l'année qui vient. Ce sera la bonne résolution d'Apple pour 2022, je pense. Voilà, ce 23 novembre, c'est un peu la dernière date importante de cette année. Évidemment, le mois de décembre a été marqué par la montée vers Noël après le Black Friday. On a bien constaté la pénurie de produits, les délais, alors qui ont quand même été en partie réduit sur une partie du catalogue Apple, mais Apple, comme les autres, a été touché. Hein, ouais. Il y a eu du stock en magasin, en fait. Régulièrement, en fait, si vous commandiez des produits sur l'Apple Store en ligne, on vous annonçait des délais sur janvier, février. Et de temps en temps, il y a des stocks qui apparaissaient en magasin. Alors j'espère qu'il y a eu un peu de stock aussi. Ben justement, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu toute une période où les délais étaient annoncés pour mi-janvier, voire fin janvier. Et puis, une semaine avant Noël, et depuis, on a reçu des montagnes de produits. C'est comme si Apple avait stocké des produits, des réserves de produits pour pouvoir livrer vite un certain nombre de clients. Ou si, parce que c'est ce qui est arrivé d'autres années, la grande distribution avait fait bloquer chez Apple ou avait commandé des tas de produits pour avoir des réserves, et puis arrivé à la phase où les gens avaient fait leur cadeau de Noël, ils se sont dit, ces produits-là, on les a pas vendus, hop, on les rend aux grossistes, ou on les rend à Apple, mais en tout cas aux grossistes, et les grossistes, du jour au lendemain, nous ont inondé de produits, qu'on avait certes commandés, hein, donc on était content de les avoir, mais qu'on n'attendait pas du tout. Donc on a eu vraiment une pléthore. À un moment donné, on savait plus où mettre les livraisons. On a eu des journées où on recevait des palettes qui allaient jusqu'au plafond. Et qu'on attendait comment il y en pas. avait sur le trottoir et on nous a pas prévenus. C'est ça. Mais non, Élie, on les a rentrés quand même. Hein. Mais Élie, tu n'as toujours pas reçu le produit de l'année, je crois. Le produit de l'année, c'est quoi? C'est la chiffonnette. Ah non. Mais j'en ai une, je te l'ai montré une fois. J'en ai une. Mais la chiffonnette, tu l'as toujours pas. Mais si, à part la tienne. Une. Ah bah oui, mais c'est une chiffonnette Apple. Ah oui, mais non. Une vraie. À part la tienne. Ah non, pour vendre à des clients, non, ça j'ai pas reçu du tout. Mais est-ce que tu as des demandes? Non. Et est-ce que je n'ai commandé même? Parce que tu sais, chez moi, aux achats, quand ils ont vu le prix et le produit, à mon avis, ils ont dit, oh, ça, même pas en rêve. Tu sais, moi, j'ai des achats qui sont très indépendants. J'ai beau leur dire des choses, ils font comme ils veulent. Donc... Bon, cette chiffonnette, elle a été la star de la produit. fin octobre. Après l'annonce des MacBook Pro, évidemment, tout le monde a eu les yeux rivés sur cet accessoire... Mais tu sais dont que le prix dénote le décrochage d'Apple par rapport à certaines réalités, sans doute, comme les roues du Mac Pro. Mais c'est un peu ça. Mais tu sais que ce produit-là, on avait eu une chiffonnette avec l'écran du Mac Pro et on en a eu une deuxième avec un iMac 27 pouces nano texturé. Donc on en a eu deux qui étaient livrés dans les boîtes des produits, certes très chers dans les deux cas. Et donc, j'en avais une que j'avais gardée dans la boîte de l'écran XDR Apple pour qu'elle ne se perde pas. Je ne savais pas à l'époque qu'elle avait une telle valeur. Et donc, quand il y a eu toute cette histoire sur les chiffonnettes, sur les prix, etc., je suis allé fouiller dans les stocks et j'ai retrouvé la chiffonnette dans la boîte. Et depuis, je l'ai mise dans le tiroir dans mon bureau. Et de temps en temps, je la sors et je la touche comme ça. Je dis, chiffonnette Apple. Je m'en sers pas. Tu devrais la mettre dans un cadre plutôt, faut pas l'abîmer. C'est ça. Non, bon, mais en tout les cas, douces, je continue de trouver scandaleux qu'elle ne soit pas fournie avec les MacBook Pro, mais ça, c'est juste on est d'accord. mon point de vue à moi.
Mais le jour où j'aurai mon 14 pouces, j'aurai ma chiffonnette, elle est dans mon tiroir. Frimeur. Petit vénard. C'est la fin de cette rétrospective 2021, une année Apple finalement super riche, hein, entre les nouveaux Mac à processeur Apple, les nouveaux iPads, les nouveaux OS, les surprises comme les AirTags, les HomePod La mini, chiffonnette. la chiffonnette, Apple Podcast, les abonnements i5, etc. Une super année qu'on a passée avec vous. Merci de votre fidélité à iWeek, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver toutes les semaines, le jeudi autour de 20h. Je voudrais saluer toute la team qui m'accompagne depuis toutes ces saisons. Évidemment, les piliers historiques. Ellie, merci d'être là. Merci Gilles, à toi. Jean-Christophe, François, aussi complètement incontournable. Et puis, parmi les petits nouveaux, Fabrice. Mais oui. Bah, écoute, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, je suis pas ressorti. Hein. T'as bien Merci raison. de m'accueillir régulièrement. C'est un vrai plaisir. Moi, c'était une découverte de cette équipe et de pouvoir en faire partie de temps en temps, ça me remplit de joie. Merci beaucoup. Joie partagée. On se retrouve jeudi prochain, ce sera la première de 2022 et on vous propose une émission qui va regarder vers l'avant. On va essayer de poser l'agenda 2022 avec les dates qu'on pressent pour les annonces des produits Apple, les Mac, les iPads, l'Apple Watch, les iPhones, le casque de réalité virtuelle, l'Apple Car, pourquoi pas. Mais voilà, j'allais dire un essai en avant-première de l'Apple Hein Car. Attendez. Et les lunettes aussi. Mais j'en ai, moi. Et l'écran de télé qu'on nous promettait pendant tant d'années. On va discuter, on va parler d'avenir la semaine prochaine dans iWeek. Soyez au rendez-vous. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas i5 tous les jours de la semaine, 5 minutes, 5 infos, l'essentiel dans vos oreilles pour ne rien rater de l'actu. Abonnez-vous à iWeek, la semaine Apple, le podcast évidemment, sur toutes les principales plateformes. C'est gratuit. Soutenez-nous sur patreon.com/iWeek. À partir d'1,50€ par épisode, c'est vraiment fondamental pour nous. On a besoin de votre soutien. Donc, faites-en votre première résolution de ce début d'année 2022. Et puis, les réseaux sociaux, toujours Twitter, @iWeekNews. Et écrivez-nous en utilisant le hashtag iWeek. LSA, salut les copains, merci encore pour cette super année, passez un très très bon réveillon, une bonne, très bonne Saint-Sylvestre, prenez bien soin de vous, faites attention à vous, et on se retrouve en pleine forme la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Bye bye, Salut. bon voyage, Bye, bye, Benjamin. à tous. Et je serai effectivement la semaine prochaine avec vous depuis les États-Unis en plein CES à Las Vegas. Ciao. Salut.